réellement qu'est-ce que c'est que l'inflation, qu'est-ce que c'est que la monnaie. Historiquement, les monnaies qu'ont utilisées les sociétés humaines étaient essentiellement basées sur des propriétés physiques de biens, de marchandises. Ceci essentiellement parce que les banques qui octroyaient ces prêts avaient la possibilité d'ensuite les titriser, et de cette manière-là, la crise a muté. Quel est le lien avec le marché de l'euro-dollar ? Du coup, vu que le dollar était monnaie de réserve mondiale, il y avait beaucoup de gens qui, en dehors des États-Unis, avaient une demande en dollars. Donc c'est en dehors de la juridiction de la Fed. Totalement. 44% des dollars qui avaient été créés dans le monde avaient été créés à la City à Londres. Donc le système de shadow banking, c'est encore autre chose que ce marché des euro-dollars. Ça correspond à toutes les formes de création de monnaie qui ne sont pas effectuées par des institutions de crédit qui ont une licence pour le faire. C'est pas un hasard si le siècle qui a vu l'émergence des banques centrales est aussi celui qui a vu l'émergence des guerres totales. Du coup, ça fait que plus la sphère publique prend le contrôle sur des pans de l'économie et plus elle dirige elle-même les ressources et les capitaux, moins on a de productivité, moins on est efficient, plus on se paupérise. Tu vas bien ? Ça va, ça va. Et toi ? Joyeux anniversaire. Merci. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Abel Rabérin. Je suis conseiller en gestion de patrimoine et mon objectif, c'est d'expliquer Bitcoin aux family office et à tous les métiers autour de la gestion de fortune. Et un des objectifs que je me suis fixé, ce serait qu'ils arrivent à mettre au minimum dans les prochains mois 1% des portefeuilles des clients en Bitcoin. Donc, Théo, est-ce que tu peux te présenter et nous parler aussi de Bull Bitcoin, s'il te plaît? Ouais. Du coup, je m'appelle Théo Mogenet, je suis bitcoiner depuis environ 2016-2017. J'ai été enseignant en école de commerce sur Bitcoin, la finance et l'économie. J'ai également créé un cabinet de conseil qui était spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et des particuliers sur Bitcoin, qui dispensait également des formations. J'ai travaillé avec plusieurs boîtes dans l'écosystème en tant que freelance ou que contributeur bénévole, et depuis du coup mars 2024 pardon, j'ai rejoint Bull Bitcoin en qualité de DG pour toute la partie Europe. Bull Bitcoin, tout simplement, c'est une des premières solutions pour acheter et vendre du Bitcoin qui s'est lancée en 2013 initialement en tant que bureau physique de change à Montréal au Canada, et rapidement, du fait du succès et de Bitcoin et de l'ambassade Bitcoin qui était l'ancêtre de Bull Bitcoin, Francis Pouliot, son fondateur, a décidé de numériser tout ça et d'en créer une plateforme qui permette d'acheter, de vendre du Bitcoin, uniquement du Bitcoin et pas d'autres cryptos, et toujours de manière self-custodial, c'est-à-dire que on ne détient jamais les actifs de nos clients pour leur compte. À chaque fois que vous achetez, que vous vendez sur Bull Bitcoin, vous interagissez directement avec le protocole Bitcoin depuis les wallets dont vous maîtrisez les clés. Et fondamentalement, la mission de Bull Bitcoin, c'est de redonner une souveraineté financière aux individus. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ces choix de design-là. Magnifique. Alors la première question que j'aurais pour toi, c'est du coup pour arriver à ce niveau de conviction à créer des entreprises sur Bitcoin, il a fallu comprendre le système. Et du coup, moi, j'ai fait un master en gestion de fortune avec une spécialisation internationale, et j'ai été absolument stupéfait de voir qu'il y avait aucune, mais quand je te dis aucune, c'est aucune éducation financière. Donc beaucoup de droits, de cours de droit, de fiscalité et tout ça, mais rien sur la monnaie. Donc je voulais que tu nous aides à appréhender ce sujet de la monnaie. On nous parle d'inflation à tout va, et j'aimerais que tu nous expliques réellement qu'est-ce que c'est que l'inflation, qu'est-ce que c'est que la monnaie. Je sais qu'il y a la monnaie, les banques commerciales créent de la monnaie à partir du crédit. Je sais que les banques centrales ont leur propre monnaie. Est-ce que tu peux nous clarifier tout ça, s'il te plaît? Ouais, alors c'est un vaste sujet. Si on essaye de revenir au fondement, la monnaie en soi, on peut le voir comme une institution sociale qui va servir à passer
la division du travail à l'échelle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une structure sociale, que ce soit votre famille, que ce soit avec des amis en vacances, une colocation, d'une taille suffisamment réduite pour que les gens puissent se connaître les uns les autres et puissent garder mentalement une sorte de registre comptable des contributions et rétributions de chacun, donc qui bosse et qui consomme, quoi. Vous n'avez pas forcément besoin de monnaie parce que vous allez pouvoir vous organiser directement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de passagers clandestins, qu'il n'y ait pas des gens qui systématiquement profitent de l'effort des autres pour obtenir leurs moyens de consommation. Néanmoins, dès lors qu'on étend les sphères sociales à des groupes plus grands, au-delà de centaines de personnes, de milliers de personnes, dizaines de milliers, et encore plus de millions quand on se place dans le contexte d'État, vous allez évidemment pas pouvoir connaître tout le monde directement, vous allez pas pouvoir leur faire confiance directement, et donc on tombe très vite dans un système où, en l'absence d'une institution pour être capable de traquer, de mesurer qui a contribué à quel moment et qui a consommé à quel moment, ça va être difficile d'éviter l'existence de ces passagers clandestins. Ça va être difficile également de rationaliser les différents choix qu'on fait. Ça va être difficile, par exemple, de dire si est-ce qu'il est plus difficile de fabriquer tel bien ou tel bien, comment est-ce que les gens le valorisent, etc., etc. Et donc, historiquement, les sociétés humaines, lorsqu'elles sont passées à l'échelle, se sont trouvées différents médiums. En général, des marchandises qui existaient préalablement dans la nature ou des artefacts qui étaient fabriqués par les économies en question, qui avaient certaines qualités et qui allaient leur permettre de résoudre cette problématique, on va dire, de passage à l'échelle de la confiance, à la fois en ayant en fait des choses qui vont servir de réserve de valeur, donc des biens qui vont être intermédiaires dans les échanges. Par exemple, si moi je fabrique des pommes, toi tu chasses des castors et tu vends des pots de castor, mais que quelque part j'ai pas envie de vêtements chauds et que tu n'aimes pas les pommes, on va quand même pouvoir utiliser un bien intermédiaire pour échanger l'un avec l'autre. Et en fait, c'est ça souvent qu'on appelle la monnaie. Et parce que on va pas forcément désirer les mêmes choses au même endroit au même moment, il faut que ce bien intermédiaire ait certaines qualités pour remplir ces fonctions-là. Notamment, il faut qu'il soit durable dans le temps. Il faut qu'il se soit difficile de le produire en plus grande quantité. Sinon, certaines personnes qui sont capables de le produire pourraient en fait s'octroyer du pouvoir d'achat artificiel et l'échanger contre des biens qui ont nécessité un effort réel et qui ont une valeur. Ça me dit quelque chose, ça. Ça me parle. Et qui ont une valeur demandée sur le marché. De la même manière, pour que ce soit assez divisible, pour qu'on puisse représenter des choses qui ont des valeurs différentes. Il faut également que ce soit un bien qui soit facilement vérifiable. C'est par exemple pour ça que sur les billets de cash, on va avoir un filigrane, un numéro de série et différentes choses qui vont entre guillemets rendre difficile le fait de fabriquer de faux billets et facile le fait d'authentifier qu'un billet est bien véritable, etc., etc. Et donc, finalement, je pense que pour répondre un peu plus de manière large à ta question, mais pour pas rentrer dans trop de détails, je pense que une notion qui est importante à comprendre, c'est qu'historiquement, les monnaies qu'ont utilisées les sociétés humaines étaient essentiellement basées sur des propriétés physiques de biens, de marchandises qui étaient découvertes dans la nature, extraits de la nature ou alors fabriqués par des êtres humains et qui répondaient au cahier des charges que j'ai essayé de brièvement décrire. Néanmoins, depuis une période récente, essentiellement le XXe siècle, les États se sont emparés du sujet et ont fourni des monnaies souveraines, des monnaies qui ont cours légal, c'est-à-dire qui sont dont l'obligation est forcée par la loi dans les juridictions sur lesquelles les États ont pouvoir. Et depuis, on est un peu sorti de cette idée-là, et la monnaie est devenue un outil politique que les États peuvent manipuler à leur guise pour des objectifs parfois de financement, parfois pour structurer leurs relations avec le système bancaire qui aussi parfois va les aider à réaliser leur financement, aussi pour des questions de contrôle parfois sur qu'est-ce que leur population peut faire avec leur argent, comment ils ont le droit de l'utiliser, etc., etc. Également pour essayer de régler les phénomènes économiques par le truchement des banques centrales, de différentes lois, de la fiscalité, etc., etc. Et donc, une manière de le dire, c'est qu'en fait, à partir du début du XXe siècle, on a politisé la monnaie, on l'a sortie de la sphère privée pour la mettre dans la sphère publique et en faire un objet politique qui peut être manipulé par des autorités. Et ça a causé pas mal de problèmes qu'à mon sens Bitcoin vient résoudre. Et en partie, moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet, parce que ça me semblait être un bon levier pour défaire cette politisation de la monnaie qui s'est opérée sur le dernier siècle. Ok, donc
sur le dernier siècle, on a pu voir notamment que ça a été le siècle des grandes guerres et de guerres absolument meurtrières. Je pense pas que les gens arrivent forcément à faire ce lien. Mais du coup, la phrase que tu nous as donnée quand t'as expliqué que justement les États se sont emparés de la monnaie à ce moment-là, ça leur a permis justement de financer tout type de projet. Et puis la naissance de la Réserve fédérale américaine en 1913, il y a tout d'un coup un lien qui, enfin comme par hasard, c'est dans les mêmes époques que ça se joue. Est-ce qu'il y a ce lien-là? Ouais. Ça me fait penser à une phrase d'un politicien libertarien américain qui s'appelle Ron Paul, qui sera peut-être connu de certains, qui disait ce n'est pas un hasard si le siècle qui a vu l'émergence des banques centrales est aussi celui qui a vu l'émergence des guerres totales. Et en fait, ce qu'il essaie d'exprimer par là, c'est l'idée que à partir du moment où les États belligérants dans un conflit ont la possibilité d'émettre de la monnaie pour financer l'effort de guerre, il y a peu de chances que la guerre s'arrête par insuffisance de ressources ou par ras-le-bol de la population qui en a marre d'être taxée et de payer directement pour la guerre. En fait, c'est quand même les populations des pays qui sont engagés dans le conflit qui vont payer pour cette opération de destruction qu'est la guerre, mais ils vont le faire sans vraiment s'en rendre compte parce que vu que les ressources vont être payées par l'inflation, donc par l'impression monétaire effectuée par les États ou les banques qui les aident dans cette opération, les effets en fait de paupérisation, de perte de pouvoir d'achat qu'on considère habituellement comme l'inflation sur les prix, c'est-à-dire l'évolution des prix, vont en général être décalés dans le temps et se passer après. C'est en partie ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, où effectivement assez rapidement la plupart des pays belligérants ont suspendu la convertibilité hors de leur monnaie, ce qui a permis aux États émetteurs de pouvoir financer encore une fois par la planche à billets. Et du coup, à la fin de cette guerre, les États n'ont pas voulu révéler la mascarade, ils n'ont pas voulu faire revenir leur monnaie nationale aux valeurs de conversion qui prévalaient avant le début du conflit. Et donc, d'une certaine manière, ils n'ont pas dit exactement à leur population à quel point ils avaient fait de l'inflation et à quel point ils avaient dévalué leur pouvoir d'achat, leur épargne, etc. Ça a créé pas mal de désordres dans les années qui ont suivi, qui ont mené directement à la crise de 29, puis à la montée du fascisme en Europe, des populismes et donc à la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a essayé de recréer un ordre monétaire, mais une fois de plus, avec plutôt les États au centre qu'un étalon mondial neutre comme l'or, qui par exemple ne pourrait être manipulé par personne. Et on va dire la dernière évolution dans ce mouvement qui consiste à sortir de plus en plus la monnaie du secteur privé pour la mettre dans les mains de la puissance publique, c'est en fait en 1971 la sortie unilatérale des Américains du système donc qui a été créé à l'après-guerre qui s'appelle le système de Bretton Woods, qui avait quand même un ancrage indirect mais un ancrage quand même vis-à-vis de l'or. Et du coup le 25 août 1971, dans le 15 ou le 25, je sais plus, le 15 août, je crois, 1971, Richard Nixon est sorti unilatéralement des accords de Bretton Woods. Donc, il a suspendu la convertibilité du dollar en or dans un système où toutes les monnaies étaient convertibles en dollars et le dollar lui-même en or. Et donc, depuis cette époque, on vit dans un système qui est purement fiat, comme on dit. Fiat, c'est un mot qui vient du latin, qui veut dire décrété. Et on utilise ce terme pour signifier qu'en fait, la monnaie existe et a une valeur parce que l'État décrète que c'est le cas. Mais elle est connectée à aucun bien tangible ou aucune preuve de travail réel qui pourrait faire que finalement elle tire sa valeur des propriétés extrinsèques des biens dans le monde ou de l'économie. Et du coup on est depuis 1971 dans un monde où bien évidemment parce que l'institution sur laquelle sont assis tous les phénomènes économiques et le système financier est complètement manipulé par les États, où effectivement ça crée beaucoup d'effets de manipulation, d'aléas moraux, de corruption, d'inflation, etc., etc. Ça me fait penser du coup pour ramener ça dans le présent. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se rendent compte que l'appauvrissement de la population américaine ou de la population française, par exemple, peut être lié de près ou de loin à une augmentation du budget de l'État, de leur gouvernement. Parce que du coup, c'est la même chose par l'inflation. Alors, tu peux le segmenter en deux phénomènes. Il y a déjà d'une part l'extension de la sphère publique. Donc, pour autant qu'on admette que lorsque des entreprises sont soumises au risque de faillite, font du calcul économique, ont quelque part un leitmotiv par les profits de servir le plus économiquement possible leurs consommateurs,
normalement, on doit admettre qu'elles réalisent une allocation du capital, c'est-à-dire qu'elles vont prendre des ressources pour les assembler et créer des biens de consommation de la manière la plus efficiente et la plus économique possible, ne serait-ce que parce que les entreprises qui ne le font pas, ne le font pas économiquement, font faillite. Les biens qu'elles utilisent... Voilà, elles sont censées mourir. Il y a une sorte d'écologie là-dedans, c'est-à-dire que les biens qu'elles utilisent vont être transférés à d'autres qui, elles, ont des réserves financières et font des profits et donc sont capables d'enchérir et de les obtenir et vont les utiliser de manière efficiente jusqu'à ce qu'elles-mêmes fassent faillite, etc., etc. Donc, dans le secteur privé, grâce à l'arithmétique des pertes et des profits, il y a une réallocation perpétuelle du capital vers des emplois du capital productif qui servent au mieux les désirs des consommateurs qui expriment par la monnaie ce qu'ils sont prêts à payer pour un bien, un service donné dans une situation. Dans la sphère publique, on n'a pas forcément ce mécanisme-là qui préside à l'allocation des ressources. On va généralement allouer les ressources en fonction d'objectifs politiques, en fonction d'objectifs moraux, d'objectifs sociaux, de négociations entre différentes parties prenantes, que ce soit des syndicats, des hommes politiques, des électeurs, des représentants d'entreprises, des représentants de corporations, peu importe. Et donc, effectivement, du coup, ça fait que plus la sphère publique prend le contrôle sur des pans de l'économie et plus elle dirige elle-même les ressources et les capitaux, moins on a de productivité, moins on est efficient, plus on se paupérise. Donc ça, c'est un premier effet, déjà. La paupérisation, tu peux nous expliquer? On devient plus pauvre. Okay. C'est paupérisation, ça vient du mot pauvre. C'est le mécanisme qui fait qu'on devient pauvre. L'opposé de l'enrichissement, en fait. Donc là, du coup, c'est l'activisme politique qui réalloue les ressources qui devraient se faire normalement par le privé. Voilà, c'est ça. Donc voilà, tout ça pour dire que si par exemple vous prenez la liste de tous les pays les plus prospères au monde en PIB par habitant, vous remarquerez que, chose absolument étonnante, c'est des pays dans lesquels l'État a une place assez limitée. Okay. Et donc, c'est une manière de représenter le phénomène dont je viens de parler, d'extension de la sphère publique qui conduit une paupérisation. Et ensuite, il y a un deuxième effet qui est moins connu, qu'on appelle l'effet Cantillon, qui, du coup, c'est un nom qui vient de son auteur, Richard de Cantillon, qui était un économiste franco-irlandais du XVIIIe siècle, et qui, en fait, a fait remarquer que lorsque une banque ou un État crée de la monnaie nouvelle, du coup, en fait, il donne du pouvoir d'achat nouveau à quelqu'un. Ensuite, cette personne va aller dépenser ce pouvoir d'achat. La personne qui a reçu cette monnaie va ensuite la dépenser à son tour, etc., etc. Et donc, de proche en proche, cette monnaie nouvelle circule dans l'économie. Et c'est au fur et à mesure de cette circulation qu'elle produit un effet sur les prix. C'est pas au moment où on a créé de la monnaie qu'elle va nécessairement créer de l'inflation directement, de l'inflation au sens augmentation des prix à la consommation, mais c'est au fur et à mesure de sa circulation. Il en ressort que la personne qui reçoit cette monnaie en premier, en fait, quelque part, bénéficie d'un transfert de richesse des personnes qui sont le plus éloignées dans ce circuit de circulation de la monnaie vers les personnes qui sont plus proches de la source d'impression de la monnaie. Et ça, c'est un phénomène qui est en grande partie responsable du creusement des inégalités et de la paupérisation dans nos économies modernes. D'une part, parce que les gens qui déjà disposent d'actifs qui peuvent utiliser pour emprunter de l'argent, ce qui donne lieu à une création monétaire nouvelle. Les gens qui sont le plus proches, quelque part... On parle du crédit Lombard, par exemple. Par exemple. Ou même de crédits plus sophistiqués au niveau des entreprises. Par exemple, depuis des années, on observe que beaucoup d'entreprises rachètent leurs concurrentes avec finalement un fort taux d'endettement. Donc, elles vont mettre en gage certains actifs via des structures comme des LBO ou d'autres types de structures de ce type-là. Donc, il y a une entreprise existante, elle marche plus ou moins bien et donc elle a des actions qui ont une valeur, elle a des machines, elle a un actif qui a une valeur monétaire et donc elle va facilement pouvoir aller voir une banque, nantir cet actif, obtenir une ligne de crédit qui va lui permettre de racheter sa concurrente. De la même manière, elle peut aussi prendre de plus en plus de dettes pour créer plus de levier en interne sur son activité et générer plus de rentabilité financière sans avoir forcément généré plus de rentabilité dans l'économie réelle. Donc c'est par exemple d'accord que c'est un phénomène qui est quand même néfaste pour limiter, enfin pour synthétiser. Ouais, c'est un phénomène qui peut être néfaste parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, en fait, on crée de plus en plus de monnaie. Donc, d'une certaine manière, l'entreprise qui a obtenu ses prêts, elle bénéficie de l'effet Cantillon, comme je l'expliquerai avant. Et le gars
en bout de chaîne qui vide son salaire, etc., il va pas bénéficier d'une augmentation de salaire qui correspond à l'évolution de la masse monétaire induite par ces phénomènes d'emprunt, de prêt, etc. Un exemple peut-être plus parlant pour les gens, c'est l'immobilier. Depuis la période dont je parle, depuis 1971, comme par hasard, l'immobilier est dans une pente ascendante. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que la population mondiale augmente et que donc les maisons sont plus rares, etc., ce qui est pas vraiment très juste, parce qu'on peut toujours en fabriquer plus. La surface terrestre serait loin d'être saturée, entre guillemets. Par contre, en revanche, ce qui se passe, c'est qu'on crée de plus en plus de monnaie. En revanche, on va dire les zones d'habitation, notamment le foncier désirable, elles ne grossissent pas si vite que ça. Et en plus, l'immobilier est financiarisé parce qu'on vous permet d'emprunter beaucoup d'argent pour acheter un bien immobilier. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un apport assez minimum, peut-être 5, 10, 20% de la valeur du bien. Et donc, ça veut dire que 80% de la valeur de ce bien, en fait, vous est financé par la banque, encore une fois, par une création monétaire. Et donc, plus les gens empruntent pour acheter des maisons, plus ça fait augmenter le prix des maisons artificiellement. Et plus ça devient difficile pour ceux qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui de se loger. Et plus les gens qui ont acheté des maisons tôt, les gens de la génération de mes parents, par exemple, bénéficient de ce transfert de richesse, de ce boni financier, où quelque part, ils ont une sorte de paille sur l'économie réelle où ils vont retirer la richesse qu'elle est en train de créer à leur propre compte sous la forme de l'augmentation de prix de leurs biens immobiliers. Et ce qui n'est pas forcément, même en généralement pas connecté à une création de richesse. C'est-à-dire que dans tout le processus que je viens de décrire, aucun bien n'a été créé, aucun service nouveau n'a été créé. On a juste en fait créer de la monnaie et déstructurer les structures de relations de propriété entre les gens, et ce qui, in fine, quand on regarde ça d'un point de vue global, constitue essentiellement un transfert de richesse d'une partie de la population à une autre partie de la population, ce qui, d'un point de vue de l'ordre social, n'est pas toujours très désirable. Ouais. Et puis moi, j'avais cru comprendre par des lectures que justement cette financiarisation de l'immobilier, c'était un peu au bénéfice des banques. Est-ce que tu vois cette relation de causalité ou pas forcément? Alors, il y a un peu de ça, mais c'est pas tout à fait vrai selon moi. Okay. Alors, il y a un avantage pour les banques, c'est-à-dire que une banque, en fait, elle est dans son métier, c'est d'emprunter de l'argent à court terme, parce que même si elle crée l'argent qu'elle vous prête, elle a quand même obligé de se refinancer, c'est-à-dire d'obtenir de la liquidité quand elle en a besoin, et souvent sur son bilan, elle va avoir des actifs qui sont pas forcément liquides. Par exemple, si vous avez emprunté sur 25 ans, la banque peut pas vous demander, si elle a besoin d'argent, de tout rembourser tout de suite. Et donc, ce qu'elle peut faire, c'est que cette dette que vous avez sur 25 ans, pour elle, c'est un actif, parce que c'est une promesse que vous allez lui rembourser de l'argent tous les mois pendant 25 ans. Et donc, cet actif, elle peut l'apporter auprès d'une institution de crédit ou auprès d'une banque centrale qui, elle, va lui fournir de la liquidité. Si on va dire que l'actif vaut 100, la banque va être d'accord de lui prêter peut-être 95 ou 99. Et donc, si par exemple, il y a beaucoup de clients qui font des dépôts et donc qui demandent de la liquidité, la banque, elle va pouvoir répondre à cette demande grâce à cette liquidité qu'elle a empruntée sur les marchés. Il se trouve que lorsque vous avez ce système de financiarisation de l'immobilier qui ne va que s'accélérant, puisque le prix des biens immobiliers en général ne fait qu'augmenter, notamment parce que dès qu'il commence à baisser, vu que toutes les banques sont surexposées à l'immobilier et donc risquent la faillite, et en plus de créer du coup des effets de ricochet sur le reste de l'économie, il y a une sorte de chantage au régulateur où finalement elle demande à être sauvée et le régulateur n'a pas tellement d'autre choix que de s'exécuter, sauf à accepter de voir son économie s'effondrer. Donc du coup, ça crée une sorte de blocage où les prix de l'immobilier ne font que monter, sans qu'il y ait forcément de mécanisme fondamental pour ça, autre que l'augmentation de la masse monétaire. Ensuite, il faut voir que du coup, lorsqu'elles veulent se refinancer, lorsqu'elles veulent apporter des titres, vu que le collatéral, donc l'immobilier, ne fait qu'augmenter en valeur, et que finalement il n'y a pas beaucoup de risques parce que derrière la dette que vous êtes censé rembourser, il y a un collatéral qui a une certaine valeur qui en plus augmente, elles vont obtenir des conditions de refinancement qui vont être très favorables. À l'inverse, si on imagine que les banques sont dans un rôle plus au service de l'économie réelle et ont une activité qui consiste essentiellement à prêter de l'argent à des entrepreneurs ou à des entreprises pour qu'elles créent des machines, créent des nouveaux procédés de production, embauchent des employés, et donc quelque part et des risques qui soient plus difficiles à évaluer, qui soient probablement plus importants, que certaines entreprises vont faire faillite, d'autres vont très bien marcher. Ce sera beaucoup plus difficile pour
elles d'évaluer correctement le crédit, d'obtenir du refinancement à des taux et à des conditions favorables. Et donc, ça implique voilà, d'avoir une gestion de leur métier un petit peu différente. C'est comme ça que les banques ont fonctionné pendant l'essentiel de l'histoire européenne. C'est plus vraiment comme ça qu'elles fonctionnent. Aujourd'hui, les banques sont beaucoup plus dans des activités de titrisation, de financiarisation et de spéculation. Elles ressemblent de plus en plus à des hedge funds et à des grosses sociétés d'investissement. Là où, historiquement, une banque, c'est quand même censé être un truc qui fait le pont entre des épargnants, c'est-à-dire des gens qui ont de la monnaie, mais pas tellement d'idées sur comment l'employer pour en gagner plus, et des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui ont des idées valides ou non, c'est le marché qui nous le dira, pour générer du profit, et qui n'ont cependant pas le capital pour pouvoir réaliser leurs idées. Et donc la banque en fait essaye de réaliser l'intermédiation entre les deux dans un contexte où chaque épargnant n'a pas nécessairement envie de prendre un risque spécifique sur une entreprise, sur une temporalité donnée, etc. Et donc en agrégeant toute cette épargne dans une grosse institution comme une banque, qui elle va investir un petit peu dans plein de projets différents qui sont sur des secteurs différents, avec des horizons de rentabilité différents, des zones géographiques différentes, des profils de risque différents, etc., etc. On diversifie le risque de manière à ce que il y ait une mutualisation des risques au niveau des épargnants et au niveau des actionnaires de la banque qui ont des fonds propres dans la banque, pour éviter qu'ils supportent des risques spécifiques dans leur activité. Et donc c'est un peu comme une assurance, cette action de diversification par la taille. Et c'est pour ça qu'on avait des banques à la base en grande partie. Et aujourd'hui, du fait des effets qu'on a expliqués dans le système monétaire, de la financiarisation, de l'incitation à la financiarisation, etc., etc. Elle prête de moins en moins à l'économie réelle, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'elle prendrait des risques à prêter à des entrepreneurs avec toutes les contraintes que ça implique et que je viens d'expliquer, alors qu'elles peuvent juste se contenter de prêter de l'argent pour que les gens achètent de l'immobilier, qu'ensuite elles vont titriser et sortir très rapidement de leur bilan et donc plus supporter le risque, et en plus tout ça en obtenant des conditions de refinancement hyper favorables, autant sur les marchés interbancaires qu'auprès des banques centrales. Ok. Moi, j'ai envie de retourner sur des sujets que j'ai pas encore maîtrisés, pour être tout à fait honnête. C'est tout ce qui concerne le shadow banking et l'euro-dollar. Et alors ça, c'est pas vraiment pour entrer dans le détail de tout ça, mais là, tu nous as parlé de titrisation. Ceux qui nous écoutent, ils vont certainement se rappeler de 2008. Et ce qui s'est passé avec la crise des subprimes. Et voilà, quand on empile entre guillemets les risques ou qu'on titrise les risques, ça peut avoir des effets extrêmement néfastes pour toute l'économie. Et là, je parlais du shadow banking et de l'euro-dollar parce que ça devient extrêmement compliqué de mesurer réellement la rentabilité du système dans son ensemble. Et c'est pour ça notamment que je me tourne de plus en plus sur Bitcoin. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, ou quel est ton avis sur ça? Ouais. Alors, donc c'est un sujet assez complexe, mais donc je vais pas le traiter dans le détail. Mais je pense qu'un bon point de départ, c'est effectivement ce que tu mentionnais, la crise de 2008. Donc en 2008, si vous avez vu par exemple un film comme The Big Short, qui explique assez bien ce qui s'est passé, en fait, pendant on va dire la décennie qui a précédé, pour de nombreuses raisons, il y a eu beaucoup de prêts immobiliers qui ont été accordés, souvent à des conditions très favorables, même si les emprunteurs n'étaient pas toujours très solvables. Et ceci essentiellement parce que les banques qui octroyaient ces prêts avaient la possibilité d'ensuite les titriser, c'est-à-dire de prendre cette dette et d'en faire un titre financier qu'ils allaient ensuite agréger dans des produits qui allaient contenir plein de titres de dettes différentes. Donc par exemple, quelqu'un qui a emprunté en Floride, quelqu'un qui a emprunté dans le Delaware, quelqu'un qui a emprunté dans l'Oregon, etc., etc. Et en les structurant, ils en faisaient un autre produit financier composé de chacun de ces titres-là, qui du coup contenait donc différents profils d'emprunteurs avec différents profils de risque, différents profils de remboursement. Et en fait, toute l'idée, la pile qu'on voit. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les fameuses tranches dans les CDO. Oui. Et en fait, toute l'idée, c'était de répondre aux besoins
de l'industrie financière qui avait besoin de plus en plus de produits, donc qu'on appelle le fixed income, donc des produits qui ont une rentabilité prévisible, donc comme de la dette d'État, comme toute forme d'obligation en fait. Et donc, par exemple, les fonds de pension ont souvent besoin de ces produits-là parce que chaque année ils vont avoir beaucoup de retraités qui vont, beaucoup de personnes qui vont partir à la retraite. Donc c'est des gens qui cotisent plus, mais qui récupèrent une partie des actifs qu'ils ont épargnés pour vivre. Et donc, pour le gestionnaire de pension, ça implique des décaissements. Donc, il a besoin de liquidité et il n'a pas forcément envie de vendre les actifs qu'il a sur son bilan. Et donc, il va être intéressé d'avoir des produits qui vont générer un rendement de 5, 6, 7% pour payer les gens qui partent à la retraite. Et donc, il y avait une demande de plus en plus croissante pour ce genre de produits dans l'économie. Et donc, le système bancaire, quelque part, s'est organisé et s'est exécuté pour créer ces produits de manière totalement synthétique à partir de créances hypothécaires. Le problème avec ça, en fait, c'est que lorsque cette espèce de château de cartes s'est effondré, pendant beaucoup de temps, on s'est dit, c'est une pratique qui avait essentiellement cours aux États-Unis. En Europe, par exemple, on n'avait pas tout à fait les mêmes pratiques de structuration de l'hypothèque et du financement immobilier. Et donc, on s'est dit, lorsque la crise de 2008 a explosé, nous, Européens, tranquille, c'est les Amerlocs qui ont fait n'importe quoi, nous on est protégés. Et en fait, ce que peu de gens avaient compris à l'époque, c'est que notre système monétaire est tellement interconnecté que à partir du moment où les banques américaines ont eu une sorte d'incertitude sur leur solvabilité, sur quelles étaient les pertes réelles qu'elles avaient enregistrées à cause de cette crise et à cause de la réaction en chaîne en fait déclenchée par quelque part la mise en commun de tous ces risques dans des produits similaires. Il y a des marchés qui sont au-dessus, on va dire, de ces marchés-là, des marchés de refinancement interbancaire, qui sont en fait des marchés qui permettent à des banques de se prêter de la liquidité, ou banques ou autres institutions financières, en général à court terme, au jour le jour. Et ça, c'est le cœur vraiment nucléaire de notre système financier. Si ce truc-là fonctionne plus, en gros, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et en fait, c'est des marchés donc qu'on appelle les marchés de repo, de repository. Et en fait, en général, la manière dont ça se passe, c'est que soit tu as une entreprise ou une boîte ou une banque, etc., qui va apporter un titre qui vaut par exemple 100 et une autre va lui prêter 99 et le lendemain elle rembourse et le prêteur, l'emprunteur récupère son titre. Soit c'est des marchés qu'on appelle unsecured, c'est-à-dire je te fais une ligne de crédit parce que je sais que bon t'es JP Morgan, t'es solvable quoi. Et en fait, à partir du moment où il y a eu le problème aux États-Unis, et tous ces marchés-là se sont gelés parce que plus personne n'avait confiance en personne, plus personne ne savait comment évaluer les collatéraux qui étaient apportés, plus personne n'était capable d'évaluer la solvabilité de banques même énormes qui avaient pignon sur rue comme Bank of America, comme Deutsche Bank, comme JP Morgan, etc. Et de proche en proche, du coup, ça a créé des grippages et des problèmes de financement au niveau des institutions financières européennes, au niveau des entreprises européennes, au niveau ensuite des États européens. Et de cette manière-là, la crise a muté. Quel est le lien avec le marché de l'euro-dollar ? En fait, le marché de l'euro-dollar, c'est un marché qui s'est créé essentiellement dans les années 60 et qui tire son nom du fait que en fait, du coup, vu que le dollar était monnaie de réserve mondiale, il y avait beaucoup de gens qui, en dehors des États-Unis, avaient une demande en dollars pour acheter du pétrole, pour acheter à peu près tout et n'importe quoi qui s'échange dans l'économie mondiale à l'échelle globale, parce que ça s'échange en dollars. Et donc, ce qui se passait, c'est que en fait, les pays qui étaient exportateurs et donc qui recevaient des surplus de dollars avaient envie de pouvoir reprêter ces dollars à des gens qui les demandaient pour gagner un intérêt. Donc, par exemple, vous imaginez des pays comme l'Arabie Saoudite qui vendent beaucoup de pétrole, ils obtiennent beaucoup de dollars en vendant leur pétrole et au lieu de les mettre dans un coffre et de les regarder toute la journée ou de se baigner dedans comme l'oncle Picsou, ils préféraient les prêter. Et en fait, il y avait une demande également en dollars en Europe. Donc du coup, en fait, à travers des places financières comme Londres, Paris, Amsterdam, ces dollars étaient recyclés depuis les pays quelque part importateurs de dollars, exportateurs de matières premières, de services, etc., des pays comme l'Arabie Saoudite, le Japon, etc., etc. Et ensuite, ils étaient recyclés par le système bancaire essentiellement européen pour octroyer des prêts en dollars à des grosses entreprises ou des institutions financières européennes, ou même à l'URSS. Quand tu dis recycler, on parle des mêmes dollars. Voilà. On parle des mêmes ou est-ce qu'on parle d'une création de nouveaux?
Alors, on parle des mêmes dollars, sauf que, étant donné le fonctionnement du système financier américain, il faut voir que lorsque vous apportez, par exemple, 10 dollars en dépôt dans une banque, ça va faciliter une capacité de création de monnaie supplémentaire, de crédit, qui est 10 fois celle-ci. Alors, ça dépend du ratio de réserve. À l'époque, il était plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, mais l'ordre de grandeur est à peu près le même. Donc, en fait, ces fameux dollars qui circulaient hors des États-Unis sont venus se déposer dans des banques européennes, ce qui a donné un coussin de liquidité pour que des banques européennes octroient des lignes de crédit en dollars créées ex nihilo à des entreprises en dehors des États-Unis, en ayant ce coussin en dollars pour garantir quelque part les lignes de crédit qui étaient octroyées. Et donc, très rapidement, ça a fait... Pardon. Donc on est d'accord que c'est. Vas-y. Ouais, vas-y. On est d'accord que c'est. Du coup, c'est des dollars qui ne sont pas créés par la Réserve fédérale américaine. Donc c'est en dehors de la juridiction de la Fed. Totalement. Si c'est clair. Pour vous donner un chiffre, je crois que c'était en 2012 ou en 2011, il y avait une étude sur le sujet et je crois que 44% des dollars qui avaient été créés dans le monde avaient été créés à la City à Londres. Contre 24% à Wall Street. Et en fait, faut vous imaginer que par exemple, il n'y a absolument rien qui empêche qu'une banque à Hong Kong ou à Singapour octroie un crédit en dollars à une entreprise en dehors des États-Unis en fait. Notamment parce que puisque le dollar est la monnaie de réserve mondiale, il n'y a pas que les particuliers, les entreprises américaines qui en ont besoin. Que vous soyez à Taïwan, en Angleterre, en France, etc. Vous prenez pas une boîte comme Schneider Electric, elle est présente et elle fournit des services et de l'industrie dans beaucoup de pays dans le monde. En général, elle commerce en dollars avec ces autres pays. Donc, elle va avoir des comptes en banque en dollars un peu partout dans le monde. Elle va en avoir à Dubaï, elle va en avoir à Singapour, à Hong Kong, etc. Et donc, les banques dans ces pays-là, elles reçoivent des dollars en dépôt et elles vont créer des lignes de crédit en dollars, donc créer du dollar ex nihilo sous forme de dépôt bancaire lorsqu'elles octroient des prêts. Ces banques-là, elles n'ont pas forcément un compte à la Réserve fédérale, elles n'ont pas forcément une licence aux États-Unis, mais par défaut, elles ont quand même, par écriture comptable, la possibilité pratique de créer des dollars. Et du coup, tout ça, en fait, à la racine de ça, on va dire que ce qui crée les marchés d'euro-dollar, donc ces marchés de dollars offshore, en fait, c'est le fait que en gros, les États-Unis ont une monnaie domestique qui s'appelle le dollar, qui est gérée par la Réserve fédérale américaine, qui est une institution qui a pour mandat de réguler les phénomènes économiques pour maximiser l'emploi et garder l'inflation à un certain niveau aux États-Unis. À l'inverse, la monnaie américaine, l'US dollar, est utilisée dans le monde entier. Il n'y a pas de banque centrale mondiale qui gère tout ça. Et donc, la politique monétaire américaine, elle n'est pas faite pour le monde entier. Si les Américains faisaient leur politique monétaire pour le monde entier, en fait, ils passeraient leur temps à imprimer, parce qu'il y a toujours de plus en plus de demandes pour le dollar, vu que c'est par défaut la monnaie mondiale. Et donc, en fait, quelque part, le marché a répondu à cette demande à travers des institutions financières en dehors des États-Unis, à travers le recyclage des dollars des Saoudiens, des Émiratis, de l'Irak, etc., dont je parlais un peu plus tôt, et d'autres pays d'ailleurs. Je prenais en exemple les pays du Golfe, mais il y en a plein d'autres. Et finalement, pour répondre à cette espèce de paradoxe qui est que le dollar est à la fois la monnaie des États-Unis, gérée par des institutions qui n'ont d'autorité qu'aux États-Unis, et en même temps est la monnaie du commerce mondial sans qu'il y ait de régulateurs ou d'autorité pour gérer la demande et l'offre de dollars à l'échelle mondiale. Ok. Et on a le même phénomène du coup pour l'euro. J'imagine qu'il y a également une demande en euros à l'extérieur des juridictions européennes et la création ex nihilo avec des euros. Ouais, après la différence que l'euro est quand même moins utilisé dans le commerce international. Donc il y a moins de marchés offshore de l'euro comme ça, même si ça existe aussi, hein. Mais c'est un peu plus négligeable. Par exemple, je sais pas si vous prenez un pays comme la Suisse. En Suisse, beaucoup de banques proposent des comptes en euros et du coup créent de l'euro en fait. Maintenant, si vous allez voir par exemple à Singapour, à Hong Kong, en Asie, en Amérique du Sud, la plupart des banques sont dollarisées. Donc c'est aussi une question de quelle est la sphère d'influence de chacune de ces deux puissances. L'Europe a une sphère d'influence qui est plus minime que les États-Unis et historiquement c'est le dollar qui a servi de monnaie de réserve mondiale. Donc il y a le même phénomène mais pas au même degré on va dire.
Et en fait, peut-être une dernière chose que j'ai pas vraiment expliqué dans ta question. Donc le système de shadow banking, c'est encore autre chose que ce marché des euro-dollars. En fait, donc en français, on parle souvent de système de banque parallèle pour traduire le terme. Donc ce système de banque parallèle, en fait, ça correspond à toutes les formes de création de monnaie qui ne sont pas effectuées par des institutions de crédit qui ont une licence pour le faire. Donc c'est un peu barbare comme manière de le dire, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est de l'argent qui n'est pas créé par des banques. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, comment de l'argent pourrait ne être créé par d'autres entités qu'une banque. Alors, il y a plein de mécanismes différents qui peuvent expliquer ces créations de crédit, mais je vais essayer de donner un exemple pour faire sentir à tes auditeurs comment ça peut fonctionner. Si vous avez, par exemple, emprunté de l'argent pour acheter votre voiture, vous avez fait un crédit auto, vous avez emprunté 10 000 euros, mettons, et vous allez rembourser, mettons, sur 10 ans, à peu près 1 000 euros par an, donc je sais pas, 80 euros par mois ou 100 euros par mois, si on compte les intérêts. En fait, vous vous rappelez mon histoire avec le crédit immobilier qui peut être titrisé, etc. Bah, rien ne vous empêche de faire la même chose avec le crédit auto. Donc, vous allez avoir une institution qui vend des voitures, donc mettons Volkswagen, et qui va vous donner elle-même un crédit pour faciliter l'achat de votre voiture. Ils ont intérêt à le faire, c'est dans leur business, comme ça leur permet de vendre plus. Sauf que Volkswagen, leur métier, c'est pas tellement de faire du crédit. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'une fois que vous avez acheté la voiture, vous avez souscrit au crédit, ils vont avoir une partie de l'entreprise qui va prendre ce crédit, qui va le revendre à un intermédiaire. Cet intermédiaire, il va utiliser ce crédit et il va le structurer encore une fois en un produit financier qui va comprendre plein de types de crédits différents pour essayer de créer une diversification artificielle. Ensuite, ce crédit, il va être revendu à une autre institution financière, en général dans un paradis fiscal, qui va avoir créé une structure juridique faite spécifiquement pour ça, qu'on appelle un Special Purpose Vehicle, SPV en anglais, donc un comment on dit en français, un véhicule spécialisé. Je sais pas très bien comment on pourrait le dire, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, cette entité va pouvoir, parce qu'elle a des titres dans son actif, donc vos fameux crédits immobiliers mélangés avec les crédits auto des autres, vos abonnements de téléphone, en fait n'importe quoi qui est une promesse de payer dans le futur en gros, elle va avoir ça à son actif et donc elle va être capable de lever de l'argent auprès notamment d'une banque et souvent auprès de la branche bancaire du groupe qui a créé le Special Purpose Véhicule lui-même. Sauf que parce que cette partie de l'opération n'est pas elle-même régulée, n'est pas elle-même dans la structure juridique qui a une licence bancaire qui est la banque, on considère que c'est un crédit qui a été créé en dehors du système. Et donc, c'est à ça que ça correspond le système de banque parallèle. Et aujourd'hui, des entreprises comme Macy's, des entreprises comme Volkswagen, des entreprises comme Ford, des entreprises comme Amazon, comme Starbucks, comme toutes ces entreprises-là, en fait, elles créent de la monnaie. À travers ces espèces de constructions très complexes qui sont complètement opaques en plus, que personne n'arrive à vraiment suivre totalement et que personne n'arrive vraiment à comprendre, ce qui en plus aggrave les problèmes de panique dans les marchés de refinancement tels que ceux qu'on a décrits avant, parce que ce truc-là est tellement opaque et incompréhensible que personne ne comprend quels sont les collatéraux, quelles sont les chaînes de dépendance, quels sont les risques systémiques, etc. Ce qui fait que lorsqu'il y a des doutes assez importants, comme ça a pu être le cas par exemple en 2022 avec l'immobilier chinois et la faillite d'Evergrande, que le système de banque parallèle en Chine est encore plus complexe que celui dans les autres pays, encore plus impossible à comprendre, encore plus opaque, etc. Il y a eu une sorte de gel à l'échelle nationale et même presque internationale de certaines lignes de refinancement et de crédit, parce que en fait personne n'osait bouger, parce que personne comprenait qui était exposé au risque d'Evergrande, au risque de l'immobilier chinois, comment ces trucs-là avaient été titrisés, comment est-ce qu'ils avaient été intégrés dans les produits financiers, quelle institution financière allait être impactée, à quel niveau, est-ce qu'elles étaient encore solvables, etc., etc. Donc il y a toujours une espèce de panique au début, une espèce de situation attentiste et de où tout le monde est figé, regarde en se disant qui nage à poil. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en général, il faut que les autorités monétaires et les autorités publiques interviennent, garantissent le refinancement, garantissent le crédit, des injections de liquidités pour que les marchés se remettent à prêter et à refonctionner dans leur on va dire dans leur fonctionnement habituel. Et que ça restaure un certain degré de confiance dans les marchés de prêt, notamment les marchés de prêt de gré à gré, comme les marchés de repo dont on parlait avant. Ok. Donc là, on en vient quasiment toujours à la même finalité dans le système financier actuel qui est, selon moi, tout à fait brisé, cassé. C'est le fameux bailout. Donc,
plus ou moins utiliser l'argent public pour sauver les banques ou les institutions financières, et donc appauvrir par définition, par extension, la population locale, parce qu'en Chine, ça va être notamment le seul recours qui va être possible, quoi. Bah, en fait, ce qu'on a vu en 2008, et ce que certains avaient déjà observé durant un épisode financier qui a eu lieu en 1999 avec la faillite d'un hedge fund qui s'appelait Long Term Capital Management, c'est que certaines institutions financières sont devenues tellement grosses qu'elles sont ce qu'on dit too big to fail, trop grosses pour faire faillite. Pourquoi ? Parce que leur faillite, en fait, emporterait avec elle l'argent de tout le monde. Parce que si vous avez compris ce que je raconte, les crédits font des dépôts, c'est-à-dire que l'argent que vous avez sur votre compte, il n'existe que sous forme d'écriture dans le bilan de la banque. Donc si la banque fait faillite, votre argent il disparaît avec. Si cet argent disparaît, vous avez une crise économique sans précédent parce qu'il y a plein de monnaie qui a disparu, il y a de moins en moins d'activité économique, de moins en moins de circulation monétaire, de moins en moins de pouvoir d'achat disponible. Les prix doivent s'ajuster à la baisse, les entreprises font faillite, les gens sont licenciés, il y a moins de consommation et ça crée une spirale de déflation par la dette qui peut être très néfaste et qui va conduire à des situations de récession économique comme on a pu voir par exemple à la suite de la crise de 29, à la suite de la crise 2008, etc., etc. Et donc, lorsque les institutions financières ont atteint une certaine taille critique, comme c'est devenu le cas depuis le début du XXIe siècle, en gros, lorsque elles font des prêts qui sont, on va dire, pas très sérieux et un peu trop risqués, et que elles prennent des pertes et que du coup ça les menace de faillite, eh bien, elles peuvent très bien aller voir le régulateur et lui dire, Coco, t'es obligé de me sauver parce que sinon c'est toute l'économie qui s'effondre. Et donc, ça les met dans une situation qu'on appelle d'aléa moral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alignement entre leur intérêt et l'intérêt de l'économie au sens large, dans le sens où elles ont une incitation à prendre le plus de risques possible pour booster leur rentabilité, parce que lorsque les conséquences adverses des risques déraisonnables qu'elles ont pris vont se manifester, en fait, elles vont pouvoir socialiser les pertes par le truchement de la puissance publique qui a un monopole sur la monnaie et qui donc peut inventer de l'argent pour les renflouer. Et ça, c'est un système dont on ne sort pas, parce que vous avez un équilibre où les banques ont intérêt, du coup, à de plus en plus capturer le régulateur, de plus en plus corrompre le système, devenir de plus en plus grosses, financiariser de plus en plus l'économie au détriment de la productivité réelle, en créant de l'effet cantillon et donc de la concentration de richesse, ont tendance, du coup, à essayer de devenir le plus grosse possible pour être le plus too big to fail, à prendre le plus de risques, à doper leur marge par de la financiarisation. Et en fait, à la fin des fins, plus elles prennent de risques, plus elles font faillite souvent, plus lorsqu'elles font faillite, l'ardoise est importante, plus il faut créer de monnaie pour les renflouer, plus ça crée des effets cantillons, plus ça fait que la monnaie se dévalue, plus ça crée une demande pour des réserves de valeur alternatives, plus ça crée une demande pour elles pour qu'elles titrisent des produits et qu'elles créent des schémas de financiarisation nouveaux. Et vous êtes dans cette espèce de boucle de rétroaction qui s'emballe sur elle-même, où en fait, au bout d'un moment, vous avez une économie où il n'y a plus que des banquiers, il n'y a plus personne qui produit rien, toutes les richesses sont concentrées dans les mains de quelques personnes qui sont connectées politiquement ou financièrement proches de la presse à imprimer ou du crédit bancaire. Et c'est absolument pas sain, parce que déjà vous avez des mécanismes de corruption, vous avez des mécanismes d'augmentation des inégalités, vous avez des mécanismes de non-allocation du capital dans la sphère de l'économie réelle, donc on crée plus de productivité, on devient de plus en plus pauvre. Donc voilà, enfin, c'est beaucoup de choses qui mériteraient d'être développées dans le détail, mais je pense que vous avez bien compris qu'on peut pas faire plus idiot comme système si on considère que l'intelligence c'est de mettre la finance au service de l'économie, ce qui est un peu son but à la base quand même, hein. Exactement. Et je pense que c'est une super transition sur